Tout pour investir, tout pour votre argent. Stéphane Van Nuffel de Net Investissement est toujours parmi nous. Alexandre Leng de Tidigo nous a rejoint, c'est normal, c'est jeudi. Bonjour Alexandre. Bonjour Lorraine. Et puis Charlotte Tamer, c'est aussi jeudi pour vous, directrice conseil de Yomoni. Bonjour Lorraine. On va parler de plusieurs choses. On va démarrer par les SCPI, les SCI, les foncières cotées et d'un bon plan peut-être quand on les met dans l'assurance vie. Charlotte. Oui, effectivement, la remontée des taux a mis un peu à mal le secteur de l'immobilier et de l'immobilier indirect. La FNAIM note une baisse généralisée sur les SCPI, les OPCI, les SCI d'environ 4% sur les 3 premiers trimestres de l'année 2023. Et donc, c'est un peu malheureux pour les gens qui étaient déjà investis, mais ça permet un prix d'acquisition qui peut être attractif pour les gens qui souhaitent investir sur cette fin d'année 2023, voire le début d'année 2024. Une bonne opportunité, le bon moment, Stéphane ? C'est aussi un type que vous donnez à vos clients ? Évidemment, moi je suis bien placé pour le savoir puisque Net Investissement appartient aujourd'hui à un groupe qui fournit ce genre de solutions qui ont été relativement chahutées à l'été sur exactement ce que nous disait ma chère consoeur. Aujourd'hui, il faut être quand même très très prudent dans la typologie que vous choisissez entre la SCPI Direct ou la SCI d'SCPI ou l'OPCI. Ils ont tous les trois des structures de liquidité et c'est de ça dont je veux parler, qui peuvent avoir un impact malheureusement sur la valorisation, sur les valeurs liquidatives de ce produit qui pourtant est dans un contrat d'assurance vie et ça peut perturber la liquidité. Donc je suis parfaitement d'accord sur l'OPCI qui reste finalement relativement liquide. SCPI et SCI d'SCPI, quand le marché se contracte comme en ce moment, il faut être très prudent. Maintenant, on ne va pas citer la liste de ceux qui ont déjà, on va dire, pris le tir, je veux le dire comme ça, parce qu'on est trop jeune, évidemment. Et c'est peut-être là des opportunités de rentrer. Je ne sais pas si c'était le message, mais voilà ce que je dirais. Il faut être quand même prudent et bien choisir. Et on sait que c'est souvent au son du canon qu'il faut investir, donc c'est peut-être le moment. Charlotte, pour compléter. Oui, et avoir l'horizon de placement qui va avec, mais on voit que sur les foncières, il y a eu une décote en 2022 assez importante. On a tendance à dire que l'immobilier coté a souvent un an d'avance, et on voit que sur l'année 2023, on a plutôt une stabilisation, même si c'est pas encore remonté. Donc tout tend à penser que pour l'immobilier non coté accessible depuis l'assurance vie, on soit sur une stabilisation 2024. Donc bien évidemment, attention au risque de liquidité et donc attention à votre horizon d'investissement. On n'est pas sur un livret, mais sinon, a priori, les prix d'acquisition restent attractifs. J'ai Étienne qui m'écrit sur LinkedIn. Assurance vie ou PER des SCPI, où les mettre, où est-ce la meilleure idée ? Alors je reformule. Des SCPI dans un PER ou dans une assurance vie, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ? Non, je dirais qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Peut-être que l'offre est un peu plus fournie côté assurance vie parce que l'enveloppe est un peu plus ancienne. Donc, on va trouver des conditions d'accessibilité à la SCPI plus attractives. Attention, parce que l'assureur, c'est l'assureur qui assure la liquidité des SCPI à l'intérieur de l'enveloppe. Et donc, il se marge au passage. Ce qui est normal, mais tout le monde ne se marge pas de la même manière. Et après, je dirais que sur l'assurance vie, si l'horizon de placement est supérieur à 8 ans, parce que quand on fait des SCPI en assurance vie, il faut avoir l'horizon de placement qui va avec. Sur le PER, c'est un peu plus inéluctable puisque l'objectif c'est la retraite et donc généralement l'horizon est plus lointain. Et c'est pour ça ce que disait Charlotte est très juste. Il faut vraiment avoir une vision moyen-long terme, voire même au-delà de 10 ans. Oui, avec l'immobilier. C'est le seul avantage réel du PER. Le PER, théoriquement, vous l'ouvrez pour du très long terme. Donc là, s'il y a bien une classe d'actifs qui a largement sa place, c'est peut-être la seule chose qui pourrait donner avantage au PER puisqu'on se projette beaucoup plus loin qu'une assurance vie et on n'a pas forcément prévu de faire des rachats sur un PER, théoriquement. Tout à fait. Merci Étienne pour cette question au débeauté à laquelle vous avez répondu également au débeauté, mais brillamment. On va parler de capital investissement avec vous Alexandre. Les levées de fonds retrouvent leur niveau de pré-Covid. Ouais, les levées de fonds, on le sait, étaient tombées. Au premier semestre 2023, on était quand même à la moitié du premier semestre 2022. Donc, c'était tombé de 17 à 8 milliards d'euros en France. Là, on revient à 10% en dessous du niveau pré-Covid. Donc, 2,3 milliards d'euros levés au troisième trimestre 2023. Résilience dans l'innovation, pas mal d'investissements. Les fonds s'intéressent de plus en plus évidemment à l'IA. On en entend beaucoup parler. Je pense que vous êtes tous passés aussi. On a tous relevé évidemment également Elon Musk qui cherche à lever pour XAI, sa nouvelle start-up sur le d'IA. Grok. Son chat GPT à lui. Son chat GPT à lui, exactement. Donc il cherche à lever $1 milliard. Il en est à peu près à 150 millions
millions déjà. Voilà, donc ça Oui, il est un repart. peu juste, hein, Charlotte, Elon Musk, qu'il a besoin de lever. Non, mais Il cherche toujours effectivement à être Faire payer les autres, précurseur et voilà. pionnier sur les sujets de demain. Ouais. Et donc voilà. Donc pas mal également les grosses résiliences sur les levées de moins de 100 millions d'euros. Donc de l'argent qui va sur des projets qui sont en amorçage, donc qui auront des résultats dans les années qui viennent. Donc ça, c'est dynamique, mais il y a peut-être effectivement moins qu'avant de grosses levées, toutes ces énormes levées qu'on a pu avoir juste avant le Covid, avant la crise, parce que les fonds avaient énormément de capitaux à déployer. Donc là, on revient sur les fondamentaux, on commence à ressemer à nouveau des graines sur des projets qui ont des potentiels importants à long terme. Je fais un aparté européen. Je lisais ce matin dans la newsletter de Sifted que la moitié des startups polonaises n'ont jamais levé d'argent d'investisseurs privés parce que soit elles sont bootstrappées, soit parce qu'elles ont levé des emprunts, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça... Alors, je ne suis pas très documentée sur l'écosystème startup polonais, mais ça envoie quand même un signal de dire que voilà, le bootstrap et puis l'endettement classique, c'est aussi une manière de faire avancer le business. Alors oui, et ce qui est très intéressant justement sur ces startups-là, c'est que là en ce moment, elles ont des performances moyennes qui sont bien meilleures que celles des autres startups européennes qui ont été biberonnées à de la levée de fonds. Parce qu'elles ont dû travailler sur les fondamentaux que sont croissance, rentabilité, gestion financière, qui n'étaient pas les maîtres mots il y a encore 2 ans. Voilà, qui le sont maintenant. Hein. Ça commence à être vraiment, ça commence à rentrer dans la culture des startups, mais voilà. D'ailleurs, 51% de ces startups sondées disent qu'elles ont généré beaucoup plus de chiffre d'affaires que l'année précédente. Pourquoi ? Si elles sont endettées, C'est parce qu'elles sont forcées. Quand vous levez du cash, finalement, la pression n'est pas la même. Et dans le capital risque et dans les levées de fonds, il y a des momentum où c'est plutôt sur du taux qu'on va aller ou plutôt sur du cash frais. Et en général, quand on va sur du taux, qu'il soit convertible ou pas, on a un meilleur taux de transfo au final après 8 ans des entreprises en général. Bon, va-t-on s'endetter pour pouvoir gâter nos proches à Noël ? Un sondage Yomoni nous dit, chère Charlotte Tamer, qu'un tiers des Français vont en tout cas piocher dans leurs économies pour pouvoir acheter les cadeaux. Oui, et 70%, un peu plus de 70% des Français disent qu'ils vont devoir se serrer la ceinture à Noël. Alors certains vont acheter des plus petits cadeaux, d'autres vont dépenser un peu moins. On a quand même 23% des 1500 Français sondés qui nous disent que cette année, ils ne vont pas faire de cadeaux à Noël. C'est un peu morose quand même pour ces fêtes de fin d'année. Un autre chiffre qui ressort de sondage qui est assez intéressant, c'est que 61% des Français quand même se disent angoissés par l'arrivée des fêtes de fin d'année. Tout ça autour de ce sujet financier, alors que c'est censé être un moment convivial, de partage en famille. Et donc l'angoisse, non pas de se retrouver en famille, mais bien de dépenser de l'argent pour ses proches, c'est quand même assez impactant puisque c'est plus de la moitié des personnes que nous avons interrogées. Après, si on pioche dans les économies qu'on a préparées spécialement pour Noël, est-ce que c'est mal ? Non, c'est pas mal. Et puis l'argent, en période un peu inflationniste, l'argent est aussi bien fait d'être dépensé, j'ai envie de dire. Mais peut-être qu'en raison d'une incertitude future sur le contexte économique global, ça peut être problématique. Acheter des oranges. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire un cadeau cher non plus. C'est vrai. Et il y a aussi la possibilité maintenant d'offrir. Alors c'est plus entre les parents, les enfants, voire les grands-parents et les petits-enfants, où au final il y a quand même 70% des Français qui ne veulent pas offrir d'argent cette année à Noël. Donc on sent bien qu'il y a une restriction de la part de tout le monde. Mais il est possible d'offrir un placement financier, notamment aux enfants. Et au lieu de donner des sommes d'argent, on peut transmettre à la fois cette somme d'argent et à la fois le contexte d'investissement. Et ça, c'est la super idée de fin d'année. Et c'est une super transition parce que figurez-vous que demain à 10h45, notre coach, ce sera Louis Yang de l'équipe du Café de la Bourse qui justement vous fera un petit coaching sur quel produit de placement, quel placement offrir à vos enfants pour Noël. Voilà. Mais le coach du jour, c'est Alexandre Leng de Tudigo. Aujourd'hui, on va parler d'investir de manière efficace et pour cela, il faut connaître son profil investisseur et en fonction de ça, élaborer une stratégie d'investissement adaptée à ce profil investisseur. Voilà, comment connaître votre profil investisseur. On prend le pari en moins de 5 minutes de faire votre profil à vous, chers auditeurs, auditrices. On en parle dans un gros quart d'heure. Restez branchés. Merci à tous les trois. Merci Stéphane Van Nuffel pour le journal. Merci Charlotte Tamer. Merci Alexandre Leng.